Bienvenue dans Yann et Frank. Avant de vous laisser à notre conversation avec Joe Hamel sur l'histoire de l'eau au Québec et aussi de toutes sortes de choses par rapport à l'administration Trump aux États-Unis et les accords de Mar-a-Lago dont on va discuter, j'aimerais vous parler de nos commanditaires. Donc, Ready for Canada, c'est pour tous vos besoins en matière d'immigration. Ça concerne autant les entreprises privées que les particuliers. Donc, si vous êtes un travailleur qui venait de l'étranger, vous n'avez pas encore votre résidence, vous avez de la difficulté avec vos papiers ou si vous êtes une entreprise qui en a embauché, contactez Ready for Canada. Ils vont vous aider avec tout ça. Range Brand pour les magnifiques vêtements de Range Brand. Utilisez votre code promo. Ça, c'est juste pour vous autres, les auditeurs de Yann et Frank. Yann10 pour votre 10% de rabais. Donc, profitez-en. C'est vraiment quelque chose qui est utile pour vous donner un rabais facile de 10%. C'est de l'argent ramassé à terre. Donc, rangebrand.ca pour tous les vêtements les plus tripants de country au Canada. TLF Dessin pour les dessins industriels dans le domaine de la construction. Ils ont travaillé sur des grosses affaires, dont le pont Champlain. TLF Dessin, c'est les plans 3D, les plans d'ancrage, le coffrage. Ils travaillent avec tous les domaines de la construction. Donc, contactez-les, allez faire un tour sur leur site web tlfdessin.com, utilisez le petit code QR au bas de l'écran. Et sans plus tarder, je vous laisse avec... en fait, je vous retrouve pour l'épisode avec Jonathan Hamel. Ben oui, yes. Merci, Jonathan, d'être là. Joe Hamel, pour les gens, évidemment, te connaissent. Là, passe souvent à Radio Pirate et très actif sur X. Ben oui, ça a commencé, cette histoire-là. Le fameux... Moi, j'écoute, j'entendais ça. Quand j'ai vu son post, je me demandais si c'était pas du trolling parce que moi, je me rappelle de professeurs au primaire qui nous parlaient de l'or bleu puis de comment le Canada allait être le pays le plus riche au monde dans les années 2000 parce que tout le monde allait être séché à cause des changements climatiques. Puis, tu sais, des pays comme l'Égypte allant importer notre eau sur des cargos. Puis, tu sais, je pense que tout le monde qui est à peu près dans notre groupe d'âge, là, on va dire entre 30 et 45 ans, vous avez tout entendu ça à l'école. Là. Mario Dumont, ça a été sa thématique pendant longtemps. Puis là, ça a commencé, c'est ça, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines en fait, Olivier Primo s'est rendu à l'Assemblée nationale, puis là, il a pris des photos avec PSPP, puis avec Marc Tanguay, puis toute la gang, et on nous dit il débarque à l'Assemblée nationale pour vendre son plan de valorisation de l'eau aux élus. Et là, on dit que lui est propriétaire de 36% du volume d'eau exploitable au Québec. Et l'influenceur souhaite convaincre le gouvernement Legault de mieux protéger et exploiter cette ressource au bénéfice des Québécois. Et là, ce que j'en comprends, c'est que c'est pas dit explicitement, là, mais en fait, il veut que... Il dit qu'il n'est pas en faveur de la nationalisation de l'eau, mais peut-être en partie, mais pas au complet. Ouais, C'est assez... C'est du lobbying, là, premièrement, là, ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. Derrière ça, il y a toute une stratégie marketing. Il est assez bon là-dedans, honnêtement. Il faut redonner à César ce qui est à César. En termes de... Tu sais, puis on crée, je sais pas si tu as vu tout l'écosystème de marketing qu'ils ont créé à travers la brand. C'est très bon. Puis il y a beaucoup d'adhésion là-dessus, surtout les plateformes alternatives. Moi, je trouve que c'est assez efficace leur affaire. Puis en général, je suis pas mal d'accord avec ses positions. Là. Tu sais, c'est un gars qui... C'est plus genre des positions du gros bon sens en général, mais quand tu t'aventures sur des sujets comme ça, c'est un peu plus complexe. Puis ce qui me touchait un peu, qui est venu un peu me trigger, si on veut, c'est un peu ce que tu disais en intro, l'idée que justement on dort sur des ressources inexploitées. Puis dans le cas de l'eau, en fait, on compare souvent, c'est notre pétrole, c'est notre or bleu. C'est loin d'être le cas, en fait. Là. Premièrement, c'est une ressource. L'eau, en termes de ressources, comme mettons si on compare une commodité, il n'y a pas vraiment de marché pour ça. Là. Il y a tout le vertical, comme je disais dans mon message, tout le marché se trouve au niveau de l'embouteillage, où il y a des droits, des fois, là, vous avez entendu des fois parler, telle usine paye une fraction pour son eau. Donc, en fait, ça, c'est aussi un peu une conséquence de l'abondance. On oublie aussi, l'eau, c'est renouvelable. Il y a un ruissellement, c'est pas comme le pétrole, ça ne s'épuise pas à force qu'on l'utilise.
Donc, il revient dans son tweet auquel tu as répondu, il revient encore même avec la formule que j'entendais quand j'étais petit, l'or bleu du Québec. Puis là, il y a une espèce de shit show au travers de ça, il sous-entend quasiment que Trump, ça s'est visé sur le Canada. Les gens disent c'est les ressources, c'est le contrôle du Nord. Ils disent non, c'est notre rôle. Si on met une nuance, il existe des débats par rapport à ça. Si tu regardes au niveau de la Chine, au niveau de la Russie, dans les steppes autour de la Mongolie, puis tout ça, même quand tu t'en vas dans plusieurs pays d'Afrique, là, on parle de détournement d'un fleuve, construire un gros barrage hydroélectrique gigantesque, puis là, c'est quasiment en train d'amener des pays au bord de la guerre. Là, je me rappelle pas exactement lesquels, je pense que c'était Éthiopie puis un autre, mais quelque chose comme ça. Là. Mais c'est des enjeux géopolitiques peuvent être très, très, très réels, l'eau potable. On s'entend. Là. Il y a des zones sur la planète où c'est important. Tout ce qui est autour du Sahara, bien évidemment, ce qui est au Moyen-Orient avec les steppes, on comprend que ça peut être un enjeu géopolitique de l'eau. Au Canada puis aux États-Unis, c'est plus dur de visualiser ça, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, c'est un enjeu régional. Tu sais, ce que je dis, c'est pas incompatible avec le fait qu'il y a des enjeux vraiment régionaux ciblés. Puis rappelez-vous, moi, c'était mon exemple. Il y a quelques années, ça fait pas si longtemps, on nous disait que toute l'industrie du vin allait disparaître à Napa Valley, là, dans le nord de la Californie. Là, ça a pris quelques années. Rappelez-vous, si vous êtes des skieurs ou des gens de sport d'hiver, les 2-3 dernières années, il y a eu des accumulations incroyables au Nevada, Utah. Puis évidemment, ça s'est mis à ruisseler, justement. Puis là, je pense qu'à des places, il y avait même des inondations, il y avait trop d'eau. Donc, c'est des choses qui sont relativement cycliques, mais c'est surtout aussi l'absence totale de marché. Parce qu'il y a eu, justement, avec les sécheresses qu'on a eues en Californie à l'époque, il y avait des contrats à terme sur les droits d'eau en Californie. Il y a un index là, qu'on peut suivre. Mais tu sais, c'est pas des marchés qui sont vraiment profonds, qui sont significatifs. Puis, puis on voit d'ailleurs quand les prix, le marché s'effondre en tant que tel. Là. Avec les droits d'eau, tu sais, il est très habile avec comment il jongle avec les termes et les chiffres. Tu sais, quand il dit j'ai 36% des droits, ben, c'est parce que premièrement, les gens ne courent pas vraiment après les droits d'eau. Là. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment. À moins que tu veux vraiment. Ben, exact, c'est ça. À part, je pense que tu as les gens, le groupe de Québec, comment ça s'appelle, les embouteilleurs Pepsi qui ont Montpellier, etc. Alex Coulomb. Il y a quelques embouteilleurs au Québec comme assez connus, mais pour le reste. T'sais, si on avait quelque chose, s'il y avait ne serait-ce qu'un marché ou une ressource, on verrait des groupes beaucoup plus gros s'installer puis le faire à grande échelle, là, ce qu'on ne voit pas. C'est que donc, moi, c'est un peu cet aspect-là. Puis il y a l'aspect, là-dedans, ben, tu l'as soulevé, il y a l'aspect il fait référence à Trump, mais il pèse sur les bons boutons pour se maintenir dans l'actualité. On ne sait pas non plus trop où il s'en va avec ça. C'est un peu ça mon problème. Il y a quand même une compagnie publique derrière ça. Oui, puis c'est rentré en bourse il n'y a pas si longtemps que ça, sa compagnie publique, si je ne me trompe pas, Jonathan. En fait, je pense que c'était... ça a changé de nom. C'était à la base une compagnie d'eau. Maintenant, ils ont tous roulé leur truc de moi. Ben, ça, en fait, si c'est ça votre business, c'est un peu ça ma question à Olivier. C'est si votre play, c'est un play de retail, de distribution de produits embouteillés, ben, tu sais, dites-le, là. À ce moment-là, tu sais, il y a des comparables dans l'industrie. Donc, voulez-vous faire un genre de Coca-Cola miniature? C'est quoi le play ici, là? Ou tu veux-tu exporter des super tankers ou genre des pipelines? Parce que ça, comme tu disais tantôt, Frank, ça a souvent été évoqué. Puis toutes ces activités potentielles-là ont quand même été étudiées et rejetées parce que non économiques. Là. Donc, il y a comme... quand on parle de commodité, de marchés mondiaux, il faut avoir une certaine humilité de voir est-ce qu'il y a des gens qui sont passés avant moi? Le marché, normalement, trouverait l'opportunité d'exploiter des ressources. Juste dire une affaire, Yann, c'est que, mettons un pays comme Israël, là, qui a mis beaucoup d'argent dans des technologies pour dessaler l'eau, si c'était si rentable pour eux autres d'acheter l'eau, je veux dire, ils ne mettraient pas d'argent dans le fait de dessaler l'eau de mer s'ils pouvaient juste importer très facilement de l'eau canadienne. Ouais. Fait que c'est dans le fond, la raison. S'ils font ça, c'est que ces technologies-là, le prix s'est effondré dans les dernières années. Au départ, ça coûtait une fortune de dessaler l'eau de mer. Là. Maintenant, c'est beaucoup moins cher. Puis tu as des pays qui ont des problèmes d'eau qui font du dessalement. C'est le cas d'Israël. Là. En tout cas, c'est l'exemple que j'ai en tête. Fait que s'il y avait un marché pour l'eau canadienne, je pense qu'on le saurait. Des pays comme Israël achèteraient comme tu dis, des genres de tankers, puis on verrait des cargos dans nos ports au lieu d'avoir des conteneurs avec des cochonneries dessus, ce serait des bouteilles d'eau finalement. Là. Ben, l'autre aspect, c'est que les gens, pensez-y, là, avez-vous déjà vu la grosseur d'un baril de pétrole? C'est pas petit, là. C'est quand même assez gros, un baril de pétrole.
Un baril de pétrole, ça se détaille 70 piastres à peu près, 72 piastres US pour le WTI. Puis notre pétrole canadien, qui est un peu différent, qu'on peut quasiment juste vendre aux Américains, il se vend même 60 piastres. OK? Fait que pensez-y, si un baril de pétrole, on est juste capable de vendre ça 60 piastres US là, au Canada, ben, allez pas penser que l'eau peut se vendre 50 piastres. Non, exact, c'est ça. S'il y avait réellement un marché, on le saurait. Puis je pense que le fait qu'on a souvent critiqué dans l'espace public, on devrait plus resserrer les droits d'eau. Je pense que ça, c'est une conséquence de l'abondance et de la renouvelabilité là, de la nature même de la ressource. Là, ce qui n'est pas le cas avec les autres ressources comme la forêt dans un certain sens aussi, mais il y a un marché qui est pas mal plus développé. Donc, ça passe pas vraiment le test là, quand on passe un petit peu, quand on examine ça. Mais encore une fois, c'est fait. Fine. Tu veux lancer un vrai débat sur qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça? OK, est-ce qu'on doit être plus vigilant, tout ça? Mais l'idée, moi, je pense que c'est un peu la prétention qu'on dort sur des ressources inexploitées. Puis moi, je veux dire, à la fin de mon post, c'était ça. C'est si Olivier, fine. Des fois, il soulève quand même des affaires, des débats un peu comme un François Lambert que j'aime pas mal dans le général du temps quand il parle des PME, la taxation, tout ça. Mais quand tu tombes dans des sujets un petit peu plus larges, c'est souvent assez mince là, comme prétention, disons, au niveau de ces enjeux-là. Puis, comme je disais, dans mon post, c'est que si tu veux vraiment, ton cheval de bataille, c'est les ressources inexploitées au Québec, ben, il y a d'autres sujets pas mal plus intéressants puis plus réels aussi. Comme par exemple, on a quand même un moratoire au Québec. Actuellement, les deux ressources les plus en demande dans le monde, là, au niveau des commodités, au niveau de l'énergie, c'est l'uranium et le gaz naturel. Au Québec, on a un moratoire sur les deux, sur l'exploration. Pas sur l'exploitation. Là. Le PQ a fait un moratoire sur l'uranium parce qu'il y a une couple de médecins qui ont levé des pancartes à Sept-Îles il y a 10 ans. Puis on a un moratoire sur le gaz qui a été amené par la CAQ, qui nous ont quand même qui ont quand même gagné en faisant campagne en disant qu'ils allaient exploiter les ressources. Donc, ça, c'est vraiment, ça devrait être genre la priorité pour parler des ressources. On n'est plus capable de lever une mine au Québec. Vous avez vu, là, dès qu'il y a un projet, le BAP se ramasse là-dedans. Il y a du red tape incroyable. Alors que là, on a réellement des ressources réelles avec un marché réel mondial où il y a un potentiel économique qui est inexploité à cause justement des barrières réglementaires et politiques et je dirais même médiatiques, là, si on veut. Mais c'est fou pareil que, dans le fond, les gouvernements qui sont en place, là, que ce soit CAQ, libéraux, PQ, mais avec la CAQ, on dirait que ça s'est comme accéléré. Ils sont pas prêts à aller dans des secteurs qui, comme tu dis, c'est des trucs qui sont en ultra demande, mais ils vont mettre de l'argent dans des affaires qui sont à haut risque, là, dans lesquelles personne ne mettrait son cash personnellement là-dedans, là, comme justement Lyon Électrique ou même on pourrait mettre Nordvolt là-dedans, quoique Nordvolt était quand même établi ailleurs, là, mais Lyon, je pense, c'est Flying Whales et autres. Tu te dis, comment des gens peuvent dire, ah non, ça, c'est ce secteur-là, on touche pas à ça, mais on s'en va dans d'autres secteurs c'est carrément des startups à haut risque. Là. Ça peut flopper de A à Z, là, dans le fond. Là. Puis tu avais le secteur aussi, genre toute la filière, moi j'ai jamais cru, là, mais tu avais toute la filière hydrogène aussi qui est extrêmement spéculative. Ouais. Si tu parlais, pour inviter des experts là-dessus, c'est très très divisé là, le potentiel sur l'hydrogène. Généralement, ça prend plus d'énergie à produire l'hydrogène que l'énergie, l'output que ça va donner. C'est à moins d'être à côté d'une source, tout ça. Fait qu'il y avait quand même des gros projets. Là, je pense qu'il y a même un gros projet d'allocation d'énergie pour un gros projet d'hydrogène, je pense, dans le nord du Saguenay, quelque chose comme ça. Sur la Côte-Nord également. C'est toujours des plays extrêmement... on peut questionner, si tu veux, les réels fondamentaux économiques de ça, alors qu'on a réellement, le Canada et le Québec, c'est un pays de ressources. Là. Il y a des gisements d'uranium dans le nord qui ne sont pas développés parce que justement, il y a un moratoire. Le potentiel gazier est bien connu. Là, mais c'est drôle, on dirait qu'on parle de ça, on dirait que ça n'existe pas. Là, c'est qui disait, il y a un député du Bloc, je pense d'Alma, qui disait ah non, finalement, le gaz, il n'y a pas d'intérêt pour ça. Ça, c'est une planète, genre, c'est un monde parallèle. Il y a des. Je ne sais pas si vous savez un peu la cadence d'investissement des terminaux d'LNG dans le monde. Là, c'est absolument débile. Le Canada, je pense qu'on a près de 200 milliards de projets qui ont été annulés. Puis pendant le même moment, pendant les 10-15 dernières années aux États-Unis, il y a toute une infrastructure de ports d'exportation qui se sont bâtis en Louisiane, surtout dans le Golfe. Avant, puis il y en a un, c'est Sabine Pass, c'est une des histoires les plus incroyables. Là. C'était un projet, je pense, de 30 milliards de dollars. Au début, c'était supposé être un terminal d'importation. Ils disaient, nous, on va importer le gaz, on va rentrer ça aux États-Unis. C'était vraiment un play d'arbitrage, si on veut, que le marché international. Puis dans le milieu de la construction, on s'est rendu compte qu'avec la révolution du Shell, que le gaz allait être moins cher produit aux États-Unis, puis on transformait ça en terminal d'exportation en plein milieu du projet.
Maintenant, c'est un terminal qui exporte dans les pays de l'OPEP. Là. Les pays producteurs de gaz et de pétrole reçoivent des livraisons de LNG américains. La vraie révolution énergétique, c'est le gaz naturel liquéfié. Là. C'est by far, c'est le secteur le plus influent. Puis c'est ça qui est en demande dans le monde. Ce qui gosse un peu quand on voit les acteurs médiatiques présentement, c'est que là, on essaie de dévier l'attention hier sur un projet de TGV à 100 milliards. Après ça, Olivier Primo sort dans les médias justement pour dire ben là, il va falloir parler de l'eau, là, notre or bleu, la gérer comme du monde. Alors qu'en réalité, il y a des affaires quand même beaucoup plus simples à gérer sur les mêmes ressources. Ça, c'est le moratoire de la ville de Lévis sur la construction d'immeubles sur son territoire. Pourquoi la ville de Lévis est obligée de faire un moratoire? C'est que la gestion des eaux usées, par exemple, fait vraiment défaut. Ils ont pas été, il y a beaucoup de tours qui se sont construits, il y a beaucoup d'accroissement de la population rapide à Lévis, mais il n'y avait pas les infrastructures nécessaires pour supporter cette croissance-là. Fait qu'en plein milieu de projet, les plans sont faits, les financements étaient montés, la ville est venue sacrer un moratoire parce qu'ils n'étaient pas capables d'avoir suffisamment de traitement d'eau usée, par exemple. Mais je veux dire, ça, c'est quand même vachement important. Puis mettez-vous aussi dans le contexte qu'on déverse sans arrêt à plusieurs municipalités du Québec une tonne d'eau usée dans le fleuve, par exemple. Ouais. On voit que notre gestion des eaux est réellement problématique au Québec. Puis parce que c'est gouvernemental, c'est étatisé, c'est monopolistique, c'est centralisé. Et, veut pas, c'est pas sexy. Traiter des eaux usées ou traiter de l'eau potable pour la consommation, c'est pas sexy. Il y a un sous-investissement en infrastructure, il y a des infrastructures qui sont désuètes, ça ne suit pas la planification, ça ne suit pas la croissance de la population. On fait affaire avec des pee-wee, littéralement, pour la gestion de l'eau. Puis là, on arrive avec des propositions de dire on pourrait peut-être en nationaliser un morceau. On se fait fourrer un peu. Le gouvernement devrait intervenir plus. Je veux dire, il est déjà en train d'intervenir dans la gestion des eaux usées puis dans la gestion de l'eau potable pour la consommation résidentielle et entreprise. Et il est déjà mauvais. Pourquoi Olivier Primo voudrait qu'on en confie plus de responsabilités dans la gestion des eaux au gouvernement? Ça me sort complètement de la tête, à part peut-être avoir des investissements publics dans sa compagnie. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de raison autre que ça dans ma tête. Là. Ben, lui, il dit que non. Il dit j'ai pas besoin de subventions, j'ai pas besoin d'investissement public, tout ça. Puis il y a toujours le discours, on peut toujours questionner je veux redonner à. Je veux un peu la partie du discours. Là, je pourrais faire de l'argent ailleurs, mais j'aimerais ça faire de l'argent là-dedans puis redonner. OK, fine. Ben, tu peux faire. Hey Joe, t'es dans le monde capitaliste depuis longtemps. Tu peux faire de la philanthropie aussi. Tu peux faire un chèque. Tu peux faire un chèque à plein d'événements puis d'organisations, si on veut. J'achète jamais ces affaires-là. Puis c'est une ancienne mode. Là. Les entreprises ESG qui veulent redonner à la planète, là, on sait tout, c'est de la bullshit. C'est ça. C'est en train de mourir, ce segment de marché-là au complet. Donc, c'est un peu ça en général. Puis. Les gens sont quand même, ça délie un peu les passions parce que dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui disaient, un peu avec ce que tu disais tantôt en commentaire, ils disaient, ouais, mais là, ça va être la prochaine guerre. Oui, OK, il y a des enjeux régionaux, tout ça, mais l'idée qu'on dort sur des, at face value, l'idée qu'on dort sur des ressources inexploitées, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il y a un marché pour sortir ça. Puis on dépenserait une fortune probablement pour créer ce marché-là, ou du moins l'organiser, alors qu'il n'y a peut-être même pas de demande là, au bout là, de ça. À la base de ces discours-là, il y a toujours un peu une dystopie. Il y a tout le temps un monde dans lequel où est-ce qu'on se débouche une canette pour respirer un peu d'air potable. C'est ça. On se débouche une canette d'eau, puis ça, on fait notre semaine avec ça, puis on est tout heureux d'en consommer finalement de la potable. Je veux dire, on a tous lu à un moment donné dans notre vie un roman dystopique qui avait ce genre de vie-là qu'on nous présentait. Seule affaire, c'est que je lisais des romans de même il y a 25 ans de mon bord. Ouais. Puis quand je regarde la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on vit à un niveau de vie qui est pas mal plus confortable qu'il y a 25 ans. Là. On n'est pas dans cette fameuse dystopie-là. Ça a été adapté à la sauce Trump aussi, là, avec l'histoire du 51 États, l'annexion, il veut nos ressources. Ouais. Et voir imagine que Trump a genre mappé les ressources du Canada, puis OK, on va aller chercher. Ouais. Mais c'est ça qui est. Ça nous a amené au prochain sujet que je voulais qu'on parle. Mais ça, c'est un bout que j'ai de la misère à. Je sais pas si les gens se rendent compte de leur contradiction, là, mais c'est qu'à longueur de journée, on a des articles dans les journaux
journaux pour nous expliquer à quel point Trump serait un débile en genre de perte cognitive, qui comprend rien, qui est imbécile, qui est manipulé par Poutine, par Musk, par tout le monde. Mais en même temps, il aurait un espèce de plan machiavélique, tu sais, avec des TV où il serait connecté sur toutes les... tu sais, c'est comme si le gars serait à la fois un pur débile et un génie. Tu sais, donc, il y a un plan machiavélique pour mettre à terre le Canada. Il va contrôler l'Europe. Là, il veut nos ressources, il veut ci. Il y a toute une espèce de stratégie à 1000 niveaux, tout en étant un pur cave. Ça, j'ai de la misère à suivre comment des gens peuvent avoir ces deux grilles de lecture-là en même temps dans leur tête. Je ne sais pas si c'est qu'on se voit plus aller, là, mais à mon avis, tu peux pas dire un et l'autre en même temps. Là. Ouais, puis c'est devenu genre assez conspi, là. T'as pas de vue. C'est tous les gens qui parlaient contre les complotistes, ils sont devenus genre activement des complotistes Exact. sur plein d'enjeux, Oui. plein d'angles du discours que tu viens de souligner. C'est sûr que c'est difficile à suivre. Moi, je pense qu'on regarde trop loin. Tout le discours du 50e État, moi, je pense qu'il est dirigé envers Justin Trudeau. Il a commencé à lancer ça quand il a vu que Justin Trudeau, pas revenait, mais c'était le premier ministre. Quand Justin Trudeau a quitté, il a arrêté d'en parler. Puis à un moment donné, on dirait que l'administration s'est rendu compte. Ouais, on est encore là, lui, comment ça, il est pas parti? Là, il a relancé les discussions là-dessus. Mais remarque comment nous, on a devancé ce débat-là. On a complètement perdu le contrôle. Là, c'est devenu, il y a des gens qui parlent littéralement de s'armer et de faire des milices. Même chose un peu avec les tarifs. Oui, sur le fond, on n'est pas d'accord parce que oui, tu as des ententes de libre-échange, etc. Mais avant même qu'on sache quoi que ce soit, tout le monde était déjà aux barricades parce que ça a été saisi politiquement par des entités qui ont intérêt à saisir ça pour se relancer. Mark Carney est pratiquement maintenant à égalité avec Pierre Poilievre, qui lui aussi a de la misère à dealer avec cette nouvelle réalité-là. Fait que, ça, c'est vraiment c'est un wild card, si tu veux. C'est un joker, l'histoire de Trump, parce qu'évidemment, il lance des affaires, des fois, on ne sait pas s'il y a une réelle doctrine derrière ça ou c'est purement comme le Groenland. Mais en fait, le Groenland faisait peut-être un peu de sens. Mettons dans une perspective où tu te retires de l'Europe, peux-tu avoir des espèces de bases là-bas? Je ne sais pas, là. Mais le Canada, c'est quoi l'enjeu là, de ça? Fait que c'est difficile de voir c'est quoi vraiment la substance. Bon, on dirait que la mémoire politique, on dit souvent que les gens n'ont pas de mémoire, mais politiquement, la mémoire est d'une très courte durée. Les gens ont déjà oublié tout ce qui s'est passé dans le premier mandat. On en a parlé dans le podcast. Il y a déjà eu l'histoire des tarifs sur l'aluminium, puis le Canada a réussi à faire un genre de opting out de ça par les négociations. Tant mieux. Est-ce qu'il va se repasser la même affaire? Possiblement, on ne le sait pas encore. Il y a eu aussi, rappelez-vous, les négociations avec la Corée du Nord. Là, dans le débat, au début, là, Steve Trump menaçait quasiment de nuker le pays, puis ça a fini qu'il est débarqué là. Il est débarqué là-bas. Et rappelez-vous le discours, parce que là, tout le monde capote avec l'histoire de Punta Gaza, là, puis qu'on va faire des research. Il a fait la même chose en Corée du Nord quand il est débarqué. Il a dit aux petits gros, « Hey, vous avez des belles plages, tout ça. Il me semble que je verrais des hôtels, des casinos. » Il a fait la même chose. C'est le même discours, le même trolling. Puis 8 ans plus tard, on embarque encore là-dedans. Les gens sont encore... C'est malade. L'histoire de la Corée du Nord, là, j'avais lu un peu le background de ça, c'est que Trump s'en allait à un sommet à Singapour avec tout le Air Force One, toute la délégation. Genre, quelques jours avant, il a dit « By the way, on va arrêter en Corée du Nord, faut que j'aille voir le bonhomme. » Mais là, en fait, vraiment, c'est encore une zone de guerre ouverte. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de paix qui a été signée. Exact. Puis en plus, c'est pas juste genre on va se rencontrer dans un endroit neutre. Non, on va se rencontrer à la frontière. Ça, il y a comme, non, de manière non partisane, c'était quand même une signification quand même énorme que le président mette le pied en Corée du Nord. Puis derrière ça, il y a un désir de Trump de genre faire un deal, voler le spotlight. Si ça peut éviter des conflits puis régler d'escalader, de-escalate, si tu veux, la tension. Ça, c'est complètement l'inverse de ce que les gens avaient dit qu'elle allait arriver. Parce qu'eux voyaient une escalade. En fait, on va se le dire, la Corée du Nord peut être anéantie dans l'avant-midi si les Américains s'y mettent la Corée du Sud. Là. Fait que c'est pas comme s'il y avait une réelle confrontation de force égale. Puis la Chine, elle l'utilise un peu comme buffer, tout ça. Donc tout le monde a un peu compris ça. Puis d'ailleurs, ça doit être drôle de voir la Chine. La réaction de la Chine de voir le gars dealer directement avec Trump, parce que tu veux un peu que tout le monde oublie cette partie du monde-là, que ça existe. Mais c'est vrai, c'est une contradiction fondamentale du monde qui avait prédit justement une escalade incroyable de ce secteur-là. Puis on voit un peu la même chose avec les négociations de paix à l'heure actuelle avec l'Ukraine et la Russie. Bon, il y a plus de partis impliqués, etc. Mais Trump, il fuck beaucoup, beaucoup de monde. Il y a des gens qui ont vraiment des TDS assez prononcés
Puis des gens qui, normalement, devraient être anti-guerre. L'objectif ultime, non partisan, non aligné, ça serait d'escalader, de réduire les tensions. Puis s'il y a une entente quelconque de paix, je veux dire, c'est juste bénéfique. Mais pour ces gens-là, c'est pas assez. Là. C'est une certaine gauche autoritaire qui est passée. Rappelle-toi, c'était genre la gauche pro-pharma. Les genres de débiles sur X qui étaient pratiquement des représentants de Moderna et Pfizer. Là, c'est rendu des représentants de Raytheon puis Lockheed Martin. Ils veulent envoyer des chars. C'est assez débile, honnêtement, là, comme twist. Là. Carrément. Écoute, j'avais préparé de quoi? Ben, juste finir là-dessus, Frank, puis ça sera pas bien long. Je n'ai parlé hier dans le live, je vous le ramène un peu dans le show principal avec Joe. Présentement, dans l'idée des Canadiens, là, tout le monde pense que Trump a une fixation sur ses tarifs, puis ce n'est que ça. Mais si vous allez du côté des États-Unis, vous allez sur Google Trends, vous pouvez voir toutes sortes de trucs quand même vraiment intéressants, notamment que les tarifs ont fait partie de l'actualité pendant à peine 6 jours aux États-Unis. Pas plus que ça. Le sujet qui vole le show des tarifs depuis la fin janvier, si on veut, ou début février, mi-février, c'est l'inflation. L'inflation aux États-Unis, ça crée un problème présentement. Fait que l'inflation vole le show complètement des tarifs et ces deux-là ne vont pas ensemble. Si Trump va de l'avant avec des tarifs, il met du poids sur une inflation qui va galoper un petit peu et ça va lui nuire. Puis si vous voyez les enjeux pour les Américains, l'inflation est plus importante que les tarifs. Fait que déjà là, ça devrait sécuriser le Canadien un petit peu. Mais chose qui me fascine le plus, c'est que tout ce qu'on dit sur Trump, c'est que les tarifs, l'inflation, c'est important. Non. Regardez comment que le Doge est important dans l'imaginaire des Américains. C'est sans commune mesure. Si vous mettez le poids des nouvelles liées au Doge présentement aux États-Unis par rapport à l'inflation et les tarifs, le Doge accapare l'entièreté des nouvelles. Et même si on inclut dans les graphiques l'Ukraine et le Hamas, le Doge dans ce graphique-là est en bleu, ben, le Doge est quand même plus important que les négociations avec l'Ukraine, quand même plus important que les négociations avec le Hamas. Fait que cette perspective-là, américaine, elle ne nous est pas présentée au Canada, cette perspective-là, de voir c'est quoi les priorités des Américains. C'est les Américains qui ont leur président, qui est Donald Trump. Puis pour eux, là, c'est qu'est-ce qui est important dans toutes ces actions. Mais ce que vous voyez, c'est le nettoyage de l'État fédéral. C'est ça qui est vraiment important puis au centre de l'actualité. Il n'y a pas un Canadien qui est au courant de ça présentement. Non, c'est vraiment un dôme médiatique. Même dans le Canada anglais, parce qu'on parle souvent du Québec, mais tu remarqueras, le Canada anglais, c'est une folie aussi totale. Là. Ils sont virés sur le top. Je ne sais pas si tu as vu je sais pas si tu as vu le gars de Polling, tu sais, l'agrégateur de sondage, là, de Polling Canada. Le gars, normalement, il ne fait que poster des trucs. Ouais. OK, dernier Écosse, voici les résultats. Là, il est rendu qu'il pose des trucs genre « Be prepared to defend your home ». Le gars, il est en dessous de Rambo en avant de chez eux, puis il attend l'invasion. Là. Non, c'est incroyable. C'est la différence entre les deux États. Même j'étais au Mexique il y a 2 semaines, puis je demandais aux gens, les commerçants... Les gens ne parlent pas de ça. Tu regardes même les médias, j'étais avec Jérôme Blanchet-Gravel, justement, puis il disait non, les gens ne parlent pas de ça ici, à part à haut niveau. Là. D'ailleurs, vous remarquez que la présidente mexicaine, c'est une des premières qui a compris comment dealer avec Trump. Puis la première étape, c'est de ne pas de l'insulter en public, genre, de pas genre backstabber, comme Trudeau a fait le lendemain de l'élection en disant que Kamala Harris aurait dû gagner. Dans ce que tu as dit, Yann, c'est vrai, c'est que les gens oublient aussi que tous les gens qui déchiraient leur chemise sur la démocratie, Trump a été élu majoritairement. Il a gagné les 2 chambres. Il a fait des gains historiques avec les minorités afro-américaines, hispanophones. Il y a des comtés que les républicains n'ont pas gagné en 40 ans. Fait que si votre métrique, c'est la démocratie, là, la démocratie a parlé puis assez solidement. Là. Ça, c'est assez clair. Pour Doge, moi, je pense, on est tous un peu des gars de droite, plus libertarienne, small state. On a quand même un timeline où tu as un genre de non-élu qui a les 2 mains dans l'État fédéral en train de nettoyer la patente, puis qui retweet que Ron Paul va live stream l'audit de Fort Knox de la réserve d'or. C'est comme Ron Paul a gagné en 2024. Là. Le timeline est absolument incroyable. Là, je ne sais pas si tu as vu hier, parce que c'est toujours drôle, Trump, il tweet tard, puis là, des fois, ça sort un peu... Écoute, mettons, tu sors d'un meeting, tu as 3-4 notifications des breaking news, que c'est les positions que Trump prend. Puis là, apparemment, qu'il serait prêt à envoyer des chèques de remboursement aux Américains par rapport aux gains de Doge. 20% à peu près. Exact. Fait que ça, là, c'est vraiment un game changer pour toute la politique, je te dirais, conservatrice / libertarienne, small state.
On parlait s'il accomplissait ses objectifs de quasiment 5 000 $ par Américain qui serait retourné. À peu près, exact. Fait que là, dans le fond, parce que ça a toujours été présenté comme, bon, on va dégraisser, tu sais, il y a toujours un peu de gaspillage. Non, en fait, on se rend compte que c'est systémique dans la machine où tu as des incitatifs. Puis, tu sais, USAID, ça ne fait pas être plus évident que. Puis après ça, tu as tout un. C'est drôle que le monde qui défend ça, tu avais tout un espèce de paravent mettons, il introduisait USAID dans un pays ou dans une juridiction. C'était littéralement lié à la CIA aussi pour ramasser des renseignements. Donc, tu sais, les gens qui sont comme un peu conspis, vous défendez quand même un genre d'invasion un peu étrangère, puis de collaboration avec des services de renseignement qui est assez louche. Puis, tu sais, en plus de ça, on se rend compte qu'il y a des dizaines, voire des centaines de millions qui sont donnés pour des causes avec aucun suivi. On peut spéculer au fait que cet argent-là revient-tu aux États-Unis dans des PAC, dans des... etc., etc. Donc, tu sais, ça, c'est très clair. Vous avez vu un peu, c'est un peu la même chose au Canada avec Affaires étrangères au Canada où on a un peu comme tout caché ça. Fait que moi, je comprends pas que, par exemple, dans la droite, la nouvelle droite, un peu comme on peut appeler, qui fait quand même une bonne partie des appuis du Parti conservateur actuel, moi, je pense que le Parti conservateur actuel ne réalise pas qu'il y a une bonne partie de gens qui ne votaient pas conservateur avant puis qui votent conservateur maintenant parce qu'ils sont en accord avec la plupart de ces prises de position-là. Puis autre aussi de Trump. Trump, le génie de Trump 2.0, c'est qu'il est allé chercher d'autres appuis. RFK, c'est un game changer dans la campagne. C'est tout un peu genre la gauche anti-pharma. C'est tout allé chercher ça. Rappelle-toi, Trump il est invité aussi à la convention du Parti libertarien. Donc, tu sais, c'est en aggregate, là, en agrégé, il est allé chercher peut-être des millions de votes, des gens qui n'auraient jamais voté républicain. Puis c'est ça qui crée des majorités. C'est ça qui crée des gains historiques, si tu veux. Ça peut lui créer des problèmes aussi si on pense à des gars comme Navarro, par exemple, qui essaie de tirer beaucoup sur les tarifs de son côté. Ces alliés-là circonstanciels qu'il a pris au fil du temps, il faut les satisfaire, mais il y a des intérêts divergents éventuellement entre ces alliés-là aussi, là. Ouais, l'affaire de Navarro, ben lui était là dans la première mouture. Puis ça, c'est quand tu regardes un peu la science économique, puis qui est vraiment de notre bord d'un point de vue historique, là. Toute la notion des tarifs, puis les précédents des années 20, des années 30, c'est des variantes du mercantilisme du 16e et du 17e siècle. Ça a été réglé. Ça fait longtemps qu'on sait que ça ne marche pas. Ben oui. Les pays deviennent isolés. On ne va pas trader avec les pays étrangers parce qu'on veut garder notre or. C'est un peu ça. Ça fait aucun sens. Puis là, ben, c'est un peu la prétention que... je disais que le consensus, j'étais à une conférence la semaine passée, justement, puis il y avait quand même une couple d'économistes, je disais que le consensus, en général, des grands groupes financiers, les grandes banques, tous les analystes, pensent que les tarifs, ça ne va pas dépasser, mettons, la fin du deuxième trimestre 2025. Donc, c'est quelque chose qui va se régler dans le temps. Ça ne va pas devenir une réalité permanente de revenus, puisque Trump a quand même dit que ça allait remplacer, si tu veux, l'impôt fédéral, qui est après, je pense, de 5-6 trillions. Je pense qu'il ramasse, non, 2-3 trillions, je pense qu'il ramasse annuellement. Fait que, même si tu t'imposais tous les intrants aux États-Unis, tu n'as pas assez de volume pour remplacer. Vraiment, d'emblée, les maths ne fonctionnent pas là-dessus. Puis on sent que ça ne peut pas vraiment fonctionner, toute l'histoire des tarifs à long terme. Ça a toujours été réglé. D'ailleurs, il y a des précédents là-dessus, comme tu dis, en 2016, etc. Donc, il va-tu avoir une espèce de renégociation? Là, on pense que Trump, ça aussi, ça nous met un miroir d'en face avec, on se rend compte qu'il y avait non seulement des tarifs comme sur le lait, tout le secteur agroalimentaire, mais avec l'Europe, il y a beaucoup de tarifs, par exemple, sur les véhicules américains, je pense les camions, les SUV, tout ça, il y a quand même des tarifs d'une certaine réciprocité aussi. J'en mets, t'en mets. C'est drôle quand même que ça a perduré dans le temps, tout ça, malgré 2 accords de libre-échange. Oui, puis ce qu'ils appellent aussi les barrières non tarifaires, là, c'est-à-dire le fait, par exemple, que dans le secteur bancaire, des banques canadiennes peuvent faire affaire plus facilement aux États-Unis, mais les banques américaines, bon, à part quelques exceptions, c'est très limité dans le marché canadien. Là. Ça, c'est très drôle d'ailleurs que les espèces de pseudo-fact-checkers sont arrivés en disant c'est pas vrai ce que Trump dit, regardez, il y en a une banque américaine à telle rue à Toronto. Là, tu dis, ils ont effectivement une présence ici. Là, j'en connais plusieurs ici. Tu sais, les Bank of America est au Canada, UBS est au Canada aussi, mais c'est plus souvent qu'autrement, pour faire le lien avec leurs clients commerciaux internationaux. Ils ne peuvent pas faire de banking, de services bancaires complets, parce qu'il y a quand même une limitation réglementaire. Il y a un oligopole de 5-6 joueurs qui sont littéralement favorisés par la réglementation. Puis à l'échelle, c'est pas économique. Oui, ils pourraient le faire, en fait. Ils pourraient le faire. C'est vrai. Les fact-checkers, ce qu'ils disent, ils vont pas au bout de l'explication. Techniquement, ils peuvent le faire, mais ils le font pas parce que tu n'as pas d'incitatif économique.
parce que justement, les dés sont pipés un peu par rapport à des joueurs. Puis c'est la même affaire dans les télécoms, où on se fait avoir littéralement ici avec les forfaits cellulaires. Il y a aussi quelque chose qui nous a... C'est quand même drôle, l'IEDM a parlé pendant 10 ans, déchirait sa chemise sur les tarifs, sur les barrières interprovinciales, que je pense que ça représente quelque chose comme 3 ou 4% du PIB en perte, en gain potentiel qu'on va pas chercher. Puis là, tout d'un coup, genre, tout le monde, de Mark Carney jusqu'à presque Jagmeet Singh, parle d'éliminer les barrières interprovinciales. Fait que ça, il y a comme une espèce de... C'est quand même spécial. Là, tout le monde est devenu pro-pipeline. Il y a peut-être de l'acceptabilité maintenant pour GNL Québec, du jour au lendemain. Donc, l'effet de miroir est quand même intéressant. Écoute, on continue sur Patreon, la gang, avec Joe Hamel, si ça lui tente, évidemment. Moi, ce qui me fascine, quand tu as parlé des banques, trouvez-vous ça normal avec la petitesse du Canada que la Banque Royale soit à peu près de la même grosseur que Bank of America? Pensez-y, là. Fait que, on s'en va de l'autre côté sur Patreon. Joe, tu vas pouvoir répondre à la question.